points communs avec un chien qu'avec vous. J'adore les chiens, j'ai toujours adoré les chiens. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Simon. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler d'un film qui est un peu particulier, parce qu'il est très cher à mon cœur, mais en général, quand je vous en cause, vous venez me rappeler que vous le trouvez abominable, hideux et stupide. Je vais donc essayer de vous expliquer pourquoi Jupiter Ascending est un grand long métrage de science-fiction, est un space opéra dément, qui vaut le coup, qui est inoubliable, qui est un des plus grands du genre, et qui mérite donc non seulement votre attention, votre curiosité, mais peut-être un peu de bienveillance et qui sait, un second visionnage. Je vais d'abord revenir sur qui sont les autrices de ce film, leur place dans l'industrie hollywoodienne et en général dans la culture populaire. Également un petit peu dire un mot de comment il a été produit, de comment il a été distribué, de pourquoi sa promotion a été une catastrophe absolue. Et puis ensuite, j'en viendrai au film en lui-même et ce qui me semble en faire une œuvre à part. Les Wachowski, on les repère grâce à un film, un petit thriller, tout petit budget, peu de personnages, qui s'intitule Bound. C'est leur premier long métrage, il est extrêmement impressionnant, référencé, stylisé, parfaitement interprété, écrit et mis en scène, c'est super prometteur. Bon, et puis après ce thriller lesbien, sur quoi est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec la trilogie Matrix, qu'elles ont écrite, réalisée. Je ne vous présente évidemment pas ces films, mais enfin, citons quand même le fait que ça a été un phénomène de pop culture énorme qui a amené énormément, beaucoup d'éléments venus notamment de la science-fiction, du cyberpunk, des romans de Gibson, mais également de la japanimation, de la culture asiatique en général, dans le blockbuster occidental. C'est des succès qui ont vraiment redéfini toute une charte esthétique pendant des années, tout simplement outre-Atlantique et même en général en Occident. Et donc à partir de là, ces films ont été fondamentaux pour le studio qui les a produits, à savoir la Warner, et a placé les Wachowski en position de super auteurs extrêmement puissants. Après ça, elles ont enchaîné avec d'autres merveilles qui, hélas, sont toutes bidées et étaient décriées. Il y a eu Speed Racer, alors qui aujourd'hui est assez largement réhabilité, mais à sa sortie, que ce soit la presse ou le public, le machin s'est fait mais éparpillé façon puzzle. C'était un enfer, on a traité ça comme si c'était une horreur numérique, un truc raconté en dépit du bon sens, alors qu'au contraire, c'était une expérimentation visuelle et narrative totalement visionnaire. Peu importe. Après ce film-là, arrive Cloud Atlas. Alors Cloud Atlas, qui n'est pas exactement un film Warner, c'est un film indépendant qui va être attrapé, mangé, enfin distribué par Warner. C'est le film, à son époque, indépendant le plus cher de l'histoire du cinéma. Peu importe que ce soit un film indépendant, il sera traité comme un blockbuster absurde, personne ne saura quoi en dire, comment en parler, et il va être, on va dire, quasiment pas vu par la presse, très peu distribué, quasiment pas vu par le public, et même si aujourd'hui, effectivement, il y a plus grand monde qui ose se moquer, on va dire, des costumes et de la direction artistique qui avait été un peu pointé du doigt à l'époque, parce que on se rend compte combien ça fait sens dans le film, dans ce geste absolument incroyable de cinéma qui nous présente les destins de dizaines de personnages sur plusieurs siècles, voire sur plusieurs millénaires. Bref, ce film-là est encore une création extrêmement forte, extrêmement puissante, mais c'est à nouveau un bide et un objet, pourrait-on dire, de mépris cinéphilique. Et puis, arrive Jupiter Ascending. Et là, c'est le drame à plein de niveaux parce que, comme je vous l'ai dit, les Wachowski sortent quand même de projets. Alors, je mets à part notamment V pour Vendetta parce que le film n'a pas tout à fait le même statut, leur rôle dessus n'est pas exactement le même. Bref, mais elles arrivaient à ce moment-là, on va dire, devant le studio, la presse, le public, avec tout simplement un CV qui pouvait apparaître tristement comme mitigé, même si c'était bien injuste. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout d'abord un gros problème en interne du côté de Warner, c'est qu'il y a une petite révolution à l'intérieur du studio, il y a un changement de direction, de tête pensante qui va avoir des effets terribles. Les Wachowski sont les poulains de Jeff Rubinoff. Jeff Rubinoff, c'est un peu un des piliers absolus de chez Warner, un des producteurs qui a un des plus gros rôles, c'est un des exécutifs qui veille, on va dire, à l'âme du studio, ce studio qui à l'époque est encore perçu comme directors friendly, c'est-à-dire qu'il va baser sa politique créative sur des autrices, des auteurs, des réalisateurs, des réalisatrices, avant de le placer sur des marques, des suites, des reboots, des licences. Alors que, pourtant, à l'époque, c'est déjà comme ça qu'Hollywood a décidé de fonctionner, et de fonctionner, on va dire, à marche forcée. Et bien lui, tout simplement, il a toujours défendu les créateurs, les Wachowski, mais aussi quelqu'un comme Christopher Nolan, et comme plein d'autres, comme Ben Affleck, enfin bref, c'est lui qui a entretenu, fait monter, protégé des créateurs qui étaient tout simplement en contrat avec le studio et donc fait énormément pour l'image de Warner. Bien sauf qu'en 2013, alors que nos amis Wachowski commencent à bosser, sont en train de travailler sur Jupiter Ascending, lui, ce qu'il vise, c'est la direction du studio. Et sa direction du studio, il va être en concurrence avec quelqu'un d'autre qui est Kevin Tsujihara. Pour obtenir ce poste-là, il va louper son coup, il ne va pas l'avoir, c'est Kevin Tsujihara qui va devenir le patron, et la première chose que fait ce bon Kevin quand il arrive à la tête de Warner, c'est de décapiter son concurrent, et il limoge Rubinoff.
Vous me direz, bon bah ça c'est un petit élément interne, mais ça va avoir plusieurs lourdes conséquences. Déjà, les Wachowski perdent leur premier soutien en interne. Celui qui dit, non, pas touche, c'est elles qui ont fait Matrix, on va réussir à faire un truc incroyable avec elles et on va continuer de bosser. Et c'est bon d'avoir leur film dans notre catalogue, ça fait du bien au studio et au médium cinéma. Eh bien lui, il disparaît. Il disparaît, donc elles vont devoir lutter bien plus durement en interne pour protéger l'intégrité artistique de leur projet. Et puis il y a autre chose, alors qui n'est pas le fait spécifiquement de Tsujihara et qui n'arrive pas que chez Warner. Dans tous les gros studios américains et aussi dans pas mal d'entreprises d'autres secteurs, il faut savoir que quand il y a un changement important à la tête d'une structure, une des méthodes les plus faciles, les plus évidentes pour asseoir sa légitimité, bah, tout simplement, c'est de s'aborder les projets de son prédécesseur afin de montrer combien l'entreprise avait bien besoin qu'on arrive à bord pour redresser la barre. C'est une vieille technique de pirate, mais qui est encore très fréquemment utilisée. Et c'est encore une fois ce qui va se passer ici. C'est-à-dire que le film avance dans sa production, dans sa post-production, et alors qu'on est face à un film des sœurs Wachowski, on n'a quasiment aucune info, pour ne pas dire aucun visuel, aucune donnée. Et ben donc il se passe un truc, c'est que quand il y a un très gros projet qui est parfaitement invisible, dont on ne sait rien, c'est que tout le monde commence à se demander s'il n'y aurait pas un loup dans la bergerie, s'il n'y aurait pas un gros problème dans la fabrication du film, si tout simplement le projet ne serait pas en train de dériver, voire de se casser la tronche assez fortement. Et puis il se trouve que oui, en interne, manifestement, le studio n'est pas très content de ce à quoi il a affaire, il ne sait pas comment il va pouvoir vendre cet univers, le marketer. À l'époque, il y a à la fois les films de super-héros qui sont en train d'exploser absolument, ça fait à ce moment-là déjà 6 ans que les Avengers, enfin que le Marvel Cinematic Universe a commencé à prendre son envol. Le film Jupiter Ascending sortira en 2015, en 2012 déjà, il y avait eu Avengers, donc le studio est très embêté, il voit pas comment est-ce qu'il pourrait marketer Jupiter Ascending dans cet univers-là, mais il voit pas non plus comment il pourrait faire face à l'autre mode qui est en train de rendre fou tous les studios, et même si elle s'avérera assez éphémère, à l'époque elle rapporte énormément de pognon, ce sont ce qu'on appelle les Young Adults. Tous ces films qui sont arrivés, j'ai envie de dire, après les Harry Potter, après les Twilight, et qui ont été tout simplement les Labyrinthes, les Hunger Games, etc. Et qui ont un succès démentiel, qui amène tous les ados et les jeunes adultes dans les salles. Or, c'est ça. C'est une cible qui excite à mort les studios, et Warner ne voit pas comment vendre ça. Et tout simplement, ils vont repousser le film. Il aurait dû sortir en juillet 2014, il va être repoussé à février 2015. Et ça, c'est aussi un signal, aussi bien pour les spectateurs qui suivent de près l'actualité d'un film que pour la presse. Et puis en plus, ce qui est inquiétant, c'est que février, ça n'est traditionnellement pas du tout une date de blockbuster. En effet, février, c'est encore la période un peu partout dans le monde, Oscar, post-Oscar, enfin en gros le moment où ce sont un type de film très très différent qu'on amène vers le public, c'est leur moment de l'année, c'est leur cycle, c'est pas là où le public des blockbusters est le plus intensément sollicité, et donc pas le moment où il va souvent repérer les films, et donc c'est souvent dans cette zone-là de l'année qu'on sort les blockbusters dont on a un peu honte et dont on sait pas quoi faire. Ça fait beaucoup de mauvais signaux. Arrivent les premiers teasers, les premières bandes annonces, et ça sent pas bon. Comme je vous le disais plus tôt, elles hésitent entre un ton un peu super-héros, ouais, chouette, et un peu young adult, oh voilà de la romance, un garçon, une fille, de l'amour, l'espace, wouhou. C'est atroce, elles ne font absolument pas envie, ces trailers sont mous, ils sont déjà vus, la campagne promotionnelle, mais c'est un enfer absolu. Le pire étant probablement, je pense, une série d'affiches qui essayait de jouer un truc très pop, coloré, youhou, avec des trucs très graphiques qui sont mais d'une laideur abyssale. Et le studio va bien montrer à quel point il n'a pas confiance du tout dans son produit, voire à quel point il s'en moque. C'est qu'il va envoyer cet énorme soap opéra qui revendique un côté très candide, très kitsch et complètement délirant, eh bien il l'envoie au festival de Sundance. Le festival de Sundance, c'est le festival du petit cinéma indépendant américain, qui évidemment appartient à des productions normalement beaucoup plus modestes, avec des codes radicalement différents, qui touchent un public qui est tout autre, et bref, et donc ce public qui ne va pas à Sundance pour voir de la grosse production et des grosses batailles spatiales, va évidemment mal réagir, évidemment mal le prendre, la presse américaine va moquer terriblement le film, tu m'étonnes, une boucherie sans nom. Et puis, pour vous dire, en France, le film va bien aller dans un festival, il va aller au festival de Gérardmer. Alors attention, moi j'adore le festival de Gérardmer, j'y suis tous les ans, c'est une manifestation à laquelle je suis terriblement attaché, mais un festival dans lequel arrivent tous les spectateurs qui veulent de la viande sur les murs, du film d'horreur et des mecs qui se font masibler à la tronçonneuse, c'est pas le meilleur endroit pour nous amener un gros blockbuster de SF transformiste. Donc évidemment, là aussi, le film s'est fait tondre, peler, mettre du goudron dessus, enflammer, personne n'a voulu pisser dessus pour l'éteindre. Et pourtant, déjà à ce moment-là, on note un truc qui est un petit peu exceptionnel dans, on va dire, la couverture presse des accidents industriels.
Aux États-Unis, alors que vraiment la critique a été impitoyable, unanimement impitoyable, ça a été d'une violence sans nom, eh bien en même temps qu'il y a ce gangbang critique, on voit apparaître des papiers qui disent « Oui, bon, le film a plein de défauts, bon, il fait un énorme bide de box-office, c'est vraiment triste, ça pose un problème, c'est très inquiétant pour la créativité des studios et des blockbusters qui arriveront dans les années à venir. » Et ça, c'est un truc un peu bizarre, parce qu'on voit rarement la presse américaine, enfin moi je l'ai jamais vu, attaquer un film tout en se désolant de l'attaquer, tout en disant à son public « Faudrait peut-être aller le voir ». C'est un truc qui est un peu trouble, qui n'a pas beaucoup de sens comme position, eh bien peut-être tout simplement parce que la presse américaine, on l'a déjà dit ici souvent, donnant souvent, on va dire, une prime au succès, la presse américaine s'est peut-être dit genre « Oulala, oui, là on lui a tapé dessus parce qu'on a bien vu qu'il allait se planter ». Est-ce que c'est si malin que ça ? Eh ben non, c'est pas si malin, parce que Jupiter Ascending, à savoir Jupiter, le destin de l'univers en France, c'est une merveille, c'est de la grosse balle atomique, parfaitement mesdames et messieurs, de la grosse balle atomique, et je vais vous dire pourquoi. De quoi c'est-il que ça cause, Jupiter Ascending? Eh bien, ça raconte l'histoire de Jupiter, descendante de migrants russes qui vivent donc aux États-Unis. Elle est femme de ménage, elle vit donc avec sa famille au sein d'un groupe très soudé, très communautaire, mais pas spécialement épanouissant, pas spécialement rigolo. Et puis bon, voilà, récurer les toilettes des grandes bourgeoises américaines, c'est pas un truc qui la réjouit, mais elle va découvrir qu'elle est, par un hasard génétique incroyable, plus ou moins la réincarnation d'une dynastie, enfin, de la matriarche d'une dynastie intergalactique, ce qui fait tout simplement qu'elle est propriétaire de la planète Terre. Pas de bol quand on est propriétaire de la planète Terre. Par surprise, on se retrouve évidemment au centre de jalousie, de cupidité cosmique et de complots intergalactiques qui vont l'emmener à traverser monts et parvaux, galaxies, supernovas et autres planètes, et donc l'entraîner dans une aventure absolument incroyable. Vous me direz, oui, bah, c'est un canevas de personnages élus, de destins révélés, une grande quête initiatique, d'un héros, en l'occurrence une héroïne, telle que l'a théorisé Campbell. Je vous dirais, c'est tout à fait vrai, sauf que pas du tout. Pas du tout, parce que la question de l'originalité, on la pose souvent mal. On sait, depuis bien avant Campbell, depuis Aristote et sa fameuse poétique, que tout simplement, il n'y a pas une quantité de formes infinie de récits. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de « Ah oui, je connais un peu ce cheminement ». Ce qui est intéressant, c'est l'angle qu'on va prendre, c'est la forme qu'on va lui donner, afin de raconter autre chose autrement. Et bien, en matière de forme, on est là dans un univers qui a déjà une première très grande valeur, c'est un univers original, qui a été inventé pour ce film, pour cette histoire. C'est d'autant plus une valeur en soi que cet univers, mais alors mes aïeux, il est incroyable. En moins de 2 heures, vous allez traverser plusieurs planètes, plusieurs écosystèmes, voir des vaisseaux spatiaux, mais absolument incroyables, voir une quantité d'influences, plastiques, artistiques, et ça je vais y revenir un peu plus en détail après, qui est démente. Véritablement, quand vous rentrez dans Jupiter Ascending, vous allez pénétrer dans un univers, mais qui est d'une richesse affolante. Il n'y a pas un coin de l'image, vous n'allez pas voir des éléments inventés, créés et cohérents les uns avec les autres pour engendrer un univers riche et complexe, et ça devient tellement rare, c'est en soi déjà d'une telle valeur. C'est quand même frappant de voir qu'à notre époque, où ce sont les adaptations de comics qui sont sur le devant de la scène et qui trushent le haut du box-office, et bien de constater que là où on retrouve graphiquement les idées les plus directement inspirées de ces créations, bah, c'est certainement pas dans les Marvel ou dans les DC au cinéma, c'est clairement dans Jupiter Ascending. Vous voulez retrouver des délires cosmiques incroyables, tout droit sortis de l'esprit d'un Kirby, et bah les gars, ou d'un Steve Ditko, mais foncez voir Jupiter Ascending, c'en est plein, regardez la forme de ces vaisseaux, regardez les couleurs de ces planètes, et vous avez toujours aimé Métal Hurlant et les dessins de Druillet, eh bien foncez voir Jupiter Ascending. Il y a des moments, ce sont véritablement ces planches qui nous sautent aux yeux. Vous regrettez que Dune n'ait pas été aussi dément et fou que ce que vous auriez aimé? Bah écoutez, ça tombe bien, c'est largement inspiré de Jodorowsky's Dune, le fameux Dune qui ne s'est jamais fait. Eh bien tout simplement, il y a des personnages entiers, des costumes, je pense notamment à ces gardes là qui n'ont pas de bras, il me semble bien qu'ils sortent justement de Dune. Vous allez retrouver des influences de Flash Gordon. Bref, ça c'est un grand film cosmique avec une quantité d'idées plastiques qui n'arrêtent pas de se mélanger, de se retrouver, de revenir, mais qui en même temps font toujours sens, qui ne sont jamais reprises telles quelles, mais toujours remaniées, retransformées pour donner quelque chose de neuf. Et en fait, voilà, tout ça crée un espèce d'univers qui nous renvoie également, en plus de ça, au conte européen, évidemment. Vous allez retrouver quelque chose dans la structure qui s'approche des 3 petits cochons, dans lequel, justement, notre loup, Channing Tatum, irait abattre l'une après l'autre les 3 maisons du clan Abrasax. Vous allez retrouver des rapports, évidemment, à Cendrillon. Il y a tout un rapport au costume, à la manière en quoi il est signifiant socialement, qui vient directement
directement de notre tradition du conte européen. Et puis, je ne sais pas si comme moi, vous avez beaucoup joué dans vos jeunes années à une série de jeux vidéo qui s'appelait Zone of the Enders. Et ben quand vous allez voir un peu les vaisseaux et les mechas qui vont commencer à sortir des anneaux de Saturne, c'est notamment les deux espèces de vaisseaux qui ressemblent presque à des exosquelettes spatiaux que vont utiliser Sean Bean et Channing Tatum à un moment précis du film. Mais ça, si ça ressemble pas à J.O.T. de Zone of the Enders, je sais pas quoi vous dire, mes petits chats. Bref, c'est un univers visuel qui est à la fois complexe, exigeant, incroyablement ludique. Il y a des idées toutes les 15 secondes, quoi. Donc véritablement, moi, quand je regarde le film, c'est un enchantement en matière, oui, d'imagination, de création, tel que j'en vois, mais une fois tous les 10 ans sur grand écran. Une autre dimension qui me rend le film particulièrement attachant et qui fait que chaque fois que je tombe dessus, je suis obligé de le manger en entier, c'est son rapport à l'action et au spectacle. Ce qu'on veut quand même, c'est qu'on nous propose quelque chose de généreux, d'inventif, de créatif, de spectaculaire, authentiquement spectaculaire, et qui puisse l'être en ayant du sens et en mettant aux prises les personnages avec leurs dilemmes, avec leurs conflits intérieurs, bref, que ces scènes d'action les fassent avancer, de manière à ce que tout simplement nous, spectateurs, on soit investis, à ce que ça nous prenne en haleine. Or, il se trouve que les frangines Wachowski, comme elles sont derrière la saga Matrix, en matière de nous coller de grosses tartasses en travers de la figure avec des scènes d'action, elles s'y connaissent un petit peu. Et là où je suis très impressionné par le film, c'est que je trouve que sans jamais dupliquer la philosophie ou la grammaire des scènes de Matrix, il y a des trouvailles, il y a des scènes d'action, mais qui sont démentielles dans Jupiter's Ascending, et dont je n'ai vu aucun équivalent dans aucun blockbuster récent. Très franchement, c'est ahurissant. Que ce soit par exemple cette idée, qui est vraiment, c'est drôle, hein, c'est vraiment une idée d'ado qui a envie de triper, à savoir les espèces de rollers flottants, les rollers gravitationnels de Channing Tatum, ça a l'air tout bête dit comme ça, mais ça va permettre d'avoir une séquence de poursuite démentielle dans Chicago, au coucher du soleil, où donc on a cette lumière comme ça qui est rasante, incroyable, entre le mort doré et le rose, qui se reflète sur toutes ces surfaces brillantes d'immeubles, et où on a donc Channing Tatum dans un premier temps tenant Mila Kunis entre ses bras, qui va faire un espèce de roller gravitationnel, alors qu'il est poursuivi par plusieurs petits vaisseaux spatiaux. Alors bon, je vous dis ça, ok, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante cette scène? Plutôt que de nous faire du tout numérique bien baveux, bien dégueulasse, ou même du tout numérique très bien fait d'ailleurs, les frangines Wachowski, elles vont opter pour un mélange d'images réelles. Bien oui, si vous allez voir un petit peu du côté des making-of qu'on peut trouver en ligne, des rares images de fabrication du film qui sont disponibles, vous vous rendrez compte qu'ils sont allés vraiment tourner des plans ahurissants, des plans suspendus dans Chicago, pour en fait pouvoir greffer ensuite des personnages sur une grande partie de plans véritables. Alors ça peut occasionner à 2-3 petits moments des accélérés qui sont pas aussi fluides que si on avait tout fait en numérique, des trucs qui sont pas aussi parfaits que si on raccordait tout par ordinateur, mais le résultat, c'est un sentiment de réalité, de profondeur, et puis des perspectives, des lignes de fuite qui sont incroyable. Voilà, et des scènes d'action comme ça, mais il y en a une quantité dans le film, il y en a à l'appel. Que ce soit par exemple quand on a alors une scène un peu plus modeste, un peu plus tard, quand nos personnages vont découvrir le personnage de Sean Bean qui va donner quelques éléments clés de l'intrigue et du contexte. On va avoir une bataille dans un décor un peu à la Signe, hein, à côté d'un champ de maïs. Et alors c'est une scène assez brève, mais qui va multiplier plein de petits concepts assez sympas. Même une scène très modeste comme ça, on se retrouve avec 2-3 cascades plutôt cool, avec une espèce d'arme à champ de gravitation qui nous crée des crop circles, qui est assez marrante. Enfin bref, il y a plein comme ça de petites idées, même dans des scènes beaucoup plus humbles. On se dit, punaise, même ça, ils y sont pas allés à la va-vite. Ensuite, vous avez des scènes spatiales. Je sais pas si vous avez joué, dans vos jeunes années encore, à Space Invaders et à tous ces jeux de tir comme ça verticaux, mais cette séquence où Tatum et Bean partent et traversent tout un espèce de nuage, dessin énorme de mini-robots qui doivent les empêcher d'atteindre un plus gros vaisseau, mais il y a un pur plaisir de chorégraphie, un pur plaisir d'abstraction, parce qu'il y a des moments où vous ne comprenez plus ce que vous voyez, non pas parce que c'est mal fait, mais parce que le but est tout d'un coup de transformer cette scène d'action en pur ballet, en pure matière visuelle, presque un peu hypnotique, qui a presque un côté qui est presque fait pour vous mettre en transe, pour être tout simplement belle et fascinante, et ça crée des effets de vertige qui sont ahurissant. Le climax du film, mais mes enfants, le climax du film, on est sur Jupiter avec un type qui te rejoue encore une énième fois, justement, je vous disais les contes, nos vieux contes occidentaux, et clairement, le loup va abattre la maison du troisième petit cochon en soufflant dessus, en créant une tempête incroyable dans Jupiter pour aller se battre avec un espèce de lézard dragon volant, encore une fois dans des plans où on se balade, la 3D est ahurissante, il y a toujours un dialogue entre premier et arrière-plan qui est toujours d'une richesse et d'une ludicité, mais effrayante. Donc je vous l'ai dit, c'est un univers qui est incroyablement riche,
des scènes d'action qui vont vous tabasser la figure, je veux dire, comme Sylvester Stallone un matin d'hiver. Et en plus de ça, c'est indiscutablement un film de leurs autrices. C'est indiscutablement un film des Wachowski. Il suffit de regarder les thématiques, par exemple. Alors, certains ont dit un peu vite, et ça je peux le comprendre pour le coup, c'est un grief que je peux entendre même si je suis pas d'accord. On a un peu les thématiques de Matrix. Alors ils l'ont pas dit comme ça, mais moi je l'ai reçu comme ça. Tout simplement parce qu'effectivement, il est encore une fois question d'une illusion que subissent des peuples entiers, d'une réalité qui n'est pas tout à fait la réalité, et des êtres humains utilisés littéralement comme carburant de grands méchants et de grandes entités capitalistiques. Alors, plusieurs choses. Déjà, premièrement, ici, c'est juste une toile de fond. C'est pas du tout le cœur de l'histoire, donc que ce soit présent ne me gêne pas. Et il faut pas tant le prendre, je pense, comme « Oh, c'est pareil que dans Matrix », mais que, effectivement, on est face à des artistes qui nous parlent de l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'exploitation capitalistique, du fait de transformer l'être humain en matière première de la technique. C'est ce que nous explique très bien, notamment Heidegger, dans Question de la technique ou dans Chemin de traverse qui ne mène nulle part. Lisez-les, c'est des livres de philosophie. En fait, vous les lirez pas parce que c'est extrêmement compliqué à lire, les traductions françaises sont intordables, mais c'est la vie, c'est pas de bol, c'est comme ça. Vous pourrez toujours le citer pour faire, comme moi, un peu l'intello en soirée. Toujours est-il que c'est très cohérent que ces thématiques arrivent dans ces films. Et tout simplement, ça fait sens parce que c'est l'univers qu'elles décrivent. Toujours, ce sont des thèmes qui traversent toute leur œuvre. Là où c'est très intéressant, c'est également la tendresse avec laquelle elles abordent un certain héritage cinématographique. Par exemple, moi, j'aime tout particulièrement qu'il y ait une longue scène qui ressemble énormément à Brasil de Terry Gilliam, et pour cause, dedans, on va y mettre Terry Gilliam dans un tout petit rôle, qui est là notamment pour forger les anneaux qui témoignent de votre rang dans cette société cosmique, de votre niveau de noblesse. C'est une très très belle scène et où on retrouve justement toute la folie, le grand capharnaüm de Terry Gilliam, voire, je ne sais pas si les Wachowski l'ont vu, mais je ne sais pas pour vous, moi j'ai immédiatement pensé aux 12 travaux d'Astérix, ça fonctionne très très bien comme ça. Là où c'est important et là où ça en fait encore une fois une œuvre très singulière, plein de gens ont dit « Ouais, c'est kitsch ». C'est vrai, c'est un film kitsch. En même temps, que je sache, Star Wars, la trilogie originale, c'est bien kitsch comme il faut. Star Trek, c'est quand même des types en pyjama qui vont un peu rentrer les poils de créatures humanoïdes avec la peau verte ou bleue ou je sais pas quelle couleur. Bon, tous les space opéras, toute la science-fiction a une part, a un potentiel, en tout cas dirons-nous, de kitscherie. En tout cas, tout simplement, de création naïve et candide d'univers, de tenter d'inventer d'autres formes, d'autres créatures, d'autres mondes, d'autres règles, et donc qu'il est très facile de moquer ou de tourner en dérision. Mais peut-être là-dessus, faut-il se poser encore une fois, enfin je vais y revenir un peu, la question de la promotion. Parce que par exemple, j'ai vu très peu de monde hurler devant Thor Ragnarok, j'aime beaucoup Thor Ragnarok, c'est pas la question, mais hurler en disant « Ah, c'est horrible, c'est ridicule, c'est kitsch, il y a plein de couleurs affreuses, parce qu'elles vous ont été mieux vendues. C'est tout. Elles vous ont été mieux amenées. On vous a bien plus intelligemment et efficacement donné envie d'aimer cet univers ou donné à croire que c'était une proposition artistique tout à fait valable. Là où, effectivement, Warner n'a pas du tout su le faire pour Jupiter Ascending. Et pourtant, mais quelle proposition! Ce film des Wachowski, c'est peut-être celui qui assume le plus un des thèmes qui a toujours été sous-jacent ou visible dans leur œuvre, c'est celui de la transformation, de la transition. Il suffit de regarder le parcours des personnages. Channing Tatum, il commence comme un espèce d'énorme bourrin, de soldat, de mercenaire, on l'a dit, c'est un homme qui est hybridé avec un loup. Eh bien, c'est lui qui va au contraire se domestiquer, qui va écourber les chines et montrer le flanc, en l'occurrence à celle qu'il aime, au personnage joué par Mila Kunis, à Jupiter, et qui va finalement, on va dire, perdre toute une charge symbolique et en partie aussi sexuelle tout au long du film, pour devenir à la fin littéralement un protecteur, un ange, une pure idée. Or, vous savez comme moi que les anges ne sont pas les êtres les plus sexués de l'univers, mais c'est bien ainsi, et au premier degré, et métaphoriquement, qu'il termine le récit, tandis que Jupiter, qui, elle va suivre aussi un parcours de transition qui est absolument intéressant. Elle va, alors qu'elle a commencé comme une femme de ménage malheureuse, quelqu'un qui vit tout ce qui est autour d'elle comme de la contrainte et de la souffrance, terminer comme un personnage purement émancipé, qui ne vit que par ses propres choix, ses propres décisions, et qui va même, c'est dans les dernières scènes du film, revêtir littéralement les oripeaux de celui, en l'occurrence Tatum, qui avant était synonyme de puissance. C'est aussi on va dire deux parcours croisés en plus dans l'amour, c'est-à-dire pas du tout dans quelque chose qui serait un affrontement ou quoi que ce soit, que je trouve intéressant. C'est à la fois très frontal et en même sans être exactement le sujet du film, mais c'est néanmoins là. Et ça aussi, encore une fois, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est purement dans un film des Wachowski. Il n'y a pas de doute. Tout d'elle est dans ce film, tout est là. Et c'est tellement rare aujourd'hui de voir un blockbuster qui soit une œuvre qui fait une vraie proposition. Une œuvre qui a un univers singulier. Une œuvre qui soit intensément spectaculaire, qui nous envoie dans un grand geste, dans une espèce d'épopée énorme.
et qui appartiennent encore à celles qui l'ont créé. Ça, alors ça, c'est quand même, enfin je veux dire, c'est devenu tout à fait rare et tout à fait exceptionnel. Et il me semble que, au nom de toutes ces données, on ne peut pas ne pas regarder le film avec intérêt, avec tendresse, et puis enfin, enlever ce voile de caca que vous avez devant les yeux et découvrir que c'est un sacré foutu space opéra d'une ambition incroyable. Et donc voilà, alors après le grand regret qu'on a bien sûr, c'est qu'on ne verra jamais ce qu'aurait pu devenir Jupiter Ascending, parce que quand Rubinoff est allé chercher les Wachowski, il leur a dit, s'il vous plaît, faites-moi une nouvelle trilogie, créez-moi un nouvel univers, et c'est bien ce qui était prévu. Et on a pu découvrir, après le bide stratosphérique que fut celui du film, et donc l'annulation de tout projet de suite, et puis tout simplement le fait que, à part là, avec Matrix 4, les Vachos n'ont pas eu l'occasion de rebosser pendant des années pour un gros studio, et ben on a pu voir quelques concept arts, quelques croquis, quelques travaux préparatoires de ce qu'auraient pu être ces suites, et oh là 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 là, mes agneaux, ça promettait quand même quelque chose, ça promettait un sacré truc. Pour toutes ces raisons, j'avais très envie de vous causer de Jupiter Ascending, de vous dire tout mon amour pour ce projet incroyable, pour ce long métrage que j'estime incroyablement réussi, pour lequel j'ai une tendresse infinie. Voilà, cette vidéo sur Jupiter Ascending touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura donné envie de revoir le film ou peut-être de le voir avec des yeux un peu différents. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, pourquoi j'ai tort, pourquoi j'ai des goûts honteux et scandaleux et pourquoi je devrais changer de métier. Peut-être que si vous avez de bons arguments, je le ferai. Non, jamais. Allez vous faire cuire le fondement. Abonnez-vous à la chaîne d'Écran Large, suivez cette chaîne, tapez la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Et puis, point important, pour survivre, Écran Large a besoin de votre soutien. Alors, dans ma famille, soutien, ça s'écrit pognon, flouze, moula, argent, Jean Art. Voilà, c'est ce genre de soutien dont je parle. On en a besoin pour vivre, pour pouvoir survivre, pour pouvoir éventuellement croître, se développer et se rémunérer correctement. Alors, pour ceux qui le peuvent, et ceux qui le veulent, bien sûr, on a mis en place un petit système d'abonnement qui est en description de cette vidéo. Allez voir, c'est très intéressant et cliquez. Eh bien, ce système d'abonnement, déjà, tout simplement, c'est la manifestation de votre soutien. Et nous, en échange, on vous donne quelques articles dédiés par semaine, spécifiquement aux abonnés, sur des films, des œuvres, des longs métrages cultes ou des auteurs qu'on adore, et sur lesquels on revient en détail dans des papiers dont on espère que ce sont vraiment les plus fouillés, les plus stimulants, les plus réussis qu'on met en ligne sur le site. Et donc par exemple, vous voyez, ces derniers jours, on a causé de Vengeance, réalisé par Johnny To, un grand polar avec Johnny Hallyday. On a également parlé de Cartouche, avec Jean-Paul Belmondo. On a parlé de la légendaire série britannique Skins, ou encore de Portier de nuit, un des films les plus scandaleux de l'histoire du cinéma. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de nous filer un coup de main, de nous aider, et que si vous le pouvez, du coup, vous le ferez. Nous, on pense bien à vous et on vous remercie d'avance.